Alors, Émile Bravo, vous, avec Spirou, vous avez fait un peu la même chose que Spielberg. Vous avez joué avec sa biographie. Dans le journal d'un ingénu, vous dites que Spirou s'appelle Jean-Baptiste, par exemple. Vous lui avez créé un passé qui n'existait pas. On a le droit de faire ça avec un personnage? Je vais poser la question après. Florence Batrin. Quand on commence. Alors déjà, je voulais dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, moi, quand j'ai repris Spirou, j'ai pas repris la série mère. Hein. J'ai fait en fait dans le cadre d'une collection qui a été créée justement pour demander à des auteurs de créer leur Spirou. C'est-à-dire, c'était vraiment un travail d'auteur. On a carte blanche, il n'y avait pas de cahier des charges, on était vraiment libre. Donc à partir de là, on m'a demandé si ça m'intéressait, si ça me parlait Spirou. Et ben moi, oui, je lisais ça quand j'étais enfant. Et il me semble que j'avais des questions. Je me posais des questions sur ce personnage et je voulais répondre donc à l'enfant que j'étais. Ces petits problèmes que me posait ce personnage, à savoir pourquoi il était habillé en groom alors qu'on ne le voyait jamais travailler dans un hôtel, par exemple. C'était l'idée de Robvel dès le début, qu'il l'a habillé en groom, voilà. Mais sans fournir d'explications. Parce que lui, apparemment, il était steward sur un bateau, ouais. Il a eu cette idée à la fin. Bon, bref. Et alors déjà, voilà. Donc à partir de là, ça me paraissait intéressant pour moi, c'était vraiment voilà, un travail libre. Et j'utilisais non pas un personnage en fait qui appartenait à son auteur, parce qu'il appartenait à personne, en fait, Spirou, parce que Robvel a vendu rapidement les droits, et que c'était une mascotte, c'était juste la mascotte du journal de Spirou. Et donc, en fait, moi, on m'a proposé simplement d'utiliser 3 marionnettes, Spirou, Fantasio et Spip, l'écureuil, et avec ça, de faire mon petit théâtre et de m'amuser, quoi. Donc, voilà, je n'avais pas, en fait, à suivre, en fait, toute la série mère et suivre le travail, en fait, de véritables auteurs. En fait, je pense notamment à Franquin, quoi. Moi, l'idée, c'était de ne pas toucher à l'univers de Franquin, donc de faire l'avant Franquin. Et c'est pour ça que ça s'est situé à cette époque-là. Franquin, donc on voit ici un dessin. Voilà. Mais pour en revenir à ce que vous dites, moi ce dont personne ne parle jamais, en fait, c'est qu'en fait, la bande dessinée, il faudrait savoir un petit peu, en fait, faut connaître la définition de la bande dessinée. La bande dessinée, en fait, là, quand vous parlez, en fait, de reprise, tout le monde parle oui, d'accord, de scénario, mais aussi de dessin. Et en fait, j'ai l'impression que pour les gens, par exemple, tant que le dessinateur, ou tant qu'il y a des dessinateurs qui sont capables, en fait, de reprendre une série, finalement, le personnage existe. Et pour les auteurs de bande dessinée, c'est pas du tout ça. Enfin, le dessin, c'est juste un support. C'est une écriture. C'est juste une écriture graphique, en fait, avec laquelle, en fait, on écrit. Moi, je dis souvent que c'est notre première écriture parce que quand on est enfant, avant de savoir lire et écrire, on dessine. Donc c'est notre premier mode d'expression. Finalement, quand on s'aperçoit qu'avec une suite de dessins, on peut déjà raconter quelque chose, voilà, c'est une écriture. Vous voulez dire que c'est l'auteur qui détient l'âme du personnage, ça n'est pas le dessinateur. Exactement. Vous voulez dire que pour vous, Astérix est mort en 1977 quand René Goscinny nous a quittés. Carrément. Le conteur, c'était Goscinny, c'était lui, c'est lui qui animait tous ces personnages. Moi, après Goscinny, j'ai jamais retrouvé sa patte, mais même pour Spirou avec Franquin, après Fournier, il n'y avait pas en fait le petit côté mordant de Franquin. Et voilà, j'avais plus mon personnage, c'était plus lui. Et donc à partir de là, je pense que voilà, un héros, encore une fois, appartient réellement à son auteur, mais c'est normal, c'est son écriture. Vous parliez de Flaubert tout à l'heure, moi je fais souvent la comparaison. La bande dessinée, c'est vraiment comme c'est de l'écriture manuscrite, enfin graphique, mais manuscrite. D'ailleurs, toutes les écritures, elles sont graphiques aussi. Mais c'est comme s'il n'y avait pas d'imprimerie. C'est-à-dire, en fait, on imaginait que, voilà, les livres, on les écrivait comme ça, comme des mois de copistes, on les écrivait à la main, comme ça, et puis chacun faisait ses petits dessins, racontait son histoire avec son écriture graphique. Quand la personne décède, on ne peut pas demander à quelqu'un de reprendre l'œuvre. Chacun a son écriture, vous voyez. Ou alors, oui, ça se fait, mais c'est un exercice de style, quoi. Regardez ce qui s'est passé avec Autant en emporte le vent. Oui, qui a été Margaret Mitchell. Bon, derrière, quelqu'un a voulu faire une suite. C'était calamiteux. J'ai oublié le nom de cette personne, américaine, mais elle l'a fait sur commande. Peut-être qu'elle a gagné des sous, mais elle ne nous a pas fait rêver. Mais alors, justement, moi je vous pose la question autrement. James Bond, par exemple, personnage mythique, a priori, c'est Ian Fleming qui détenait tout James Bond. Je voudrais vous donner un exemple. Voilà pour nous, pour tout le monde, dans le monde entier, la quintessence de James Bond, c'est ce qu'on va regarder là.